Il y en a qui l'ont fait parce qu'elles étaient en mode survie. Et souvent, quand elles étaient vraiment dans des phases d'hypercroissance, ça a donné lieu à des PSE, par exemple. Les RH sont au cœur de ces sujets-là. Ouais. Quand on met en place un PSE ou quand on a des restructurations, les RH sont en plein dedans. Ouais. On a été toujours plus exigeants et ambitieux et dans ce contexte effectivement d'hypercroissance sur les politiques RH, la manière dont on accompagnait les équipes, etc. Et je pense que parfois on est tombé dans le panneau et qu'on a un peu over-complexifié ou qu'on s'est un peu éloigné des choses les plus essentielles. Mais il y a aussi des choses qui se passent en start-up qui sont réplicables dans les grands groupes et inversement des choses qui se passent en grands groupes qu'on doit potentiellement appliquer dans des plus petites structures. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Pieds sur le Bureau. Je suis Paul Barat et chaque mois je reçois des experts des ressources humaines pour décrypter les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui justement, on pose les pieds sur le bureau de Stella Walter, VP People chez Alven. Stella a connu la fameuse hypercroissance qui caractérise les startups et scale-up françaises. D'abord dans une entreprise pré-IPO avec plus de 500 recrutements par an et dans une startup qui a grandi très vite. Trop vite peut-être. Comment gérer ces phases d'hypercroissance quand on est RH? Quels enjeux au-delà du recrutement? Quel regard Stella porte sur le contexte actuel de l'écosystème tech? Comment retrouver une croissance plus raisonnée et faire preuve de pragmatisme? Croître à tout prix? On en parle sous l'œil averti de Stella. Bonne écoute. Bienvenue Stella, je suis ravi de t'accueillir. Merci Paul, je suis ravie d'être là. Stella, je ne sais pas si tu l'as vu dans les précédents épisodes, mais on commence toujours nos épisodes par une petite tradition. Quel CV en moins d'1 minute. Ça nous permet de présenter nos invités assez rapidement. Je te laisse la main et moi je vais lancer le chrono. Ok, bah écoute, je me suis pas entraînée, donc c'est parti. Go. C'est et parti. bah go, donc je m'appelle Stella, j'ai 35 ans, je fais des RH depuis un petit moment maintenant. Je crois que j'ai commencé il y a 13 ans, quelque chose comme ça, ou 14 ans. Et j'ai une vie, j'aime bien dire que j'ai fait un peu ma décroissance personnelle. J'ai travaillé d'abord dans des environnements corpos, donc plutôt de la holding, de grands groupes comme L'Oréal, Areva, Total, etc. Et puis après, j'ai travaillé dans des boîtes de plus en plus petites. L'une d'elles était showroomprivé.com. J'ai eu la chance de pouvoir vivre une IPO chez showroomprivé.com et de pouvoir y participer. Et puis après, j'ai plutôt évolué dans des startups série A, série C, pour enfin travailler en fonds d'investissement chez Alven depuis presque 2 ans. Trop bien, 45 secondes. Ce qui nous laisse un peu de temps justement pour que tu nous parles un peu d'Alven. Ouais, carrément. Donc, je te disais qu'Alven est un fonds d'investissement. Bon, c'est un fonds d'investissement français historiquement et qui a vocation à aujourd'hui avoir une expansion aussi européenne, internationale. Avec 2 spécificités. La première, c'est qu'on est secteur agnostique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le portfolio d'Alven, tu peux retrouver du consumer, tu peux retrouver du SaaS, tu peux retrouver de la fintech, tu peux retrouver de la crypto. Voilà. Donc, tout un écosystème de boîtes sur différentes verticales. Et la deuxième spécificité, c'est qu'on investit ce qu'on appelle en early stage, donc on investit tôt dans les startups. Donc, pour ceux qui connaissent un peu les dynamiques startups, c'est plutôt l'équivalent du seed et de la série A. Donc, on investit surtout sur des fondateurs et des équipes réduites. Mais ce qu'on appelle, alors je vais essayer de ne pas utiliser trop d'anglicisme, mais on accompagne assez tard, on fait ce qu'on appelle le follow-up assez tard dans la vie de ces startups. Et donc, aujourd'hui, au sein du portfolio d'Alven, il y a des startups comme Conto, comme Dataiku, comme Algolia, etc. Donc, il y a des belles startups qui ne sont plus vraiment des startups. Ouais, exactement. Ouais. Ok, super. Bah, merci beaucoup Stella pour cette introduction. Toi, tu as connu, du coup, comme tu le disais, dans ton parcours, 2 phases d'hypercroissance un peu différentes. Ouais. Une pré-IPO et IPO avec showroom privé. Ouais. Et Luco, qui était en phase d'expansion quand tu les as rejoints. C'est quoi les enjeux et c'est quoi ce que tu retiens de ces 2 contextes différents? Bon, c'est ce que j'en retiens, une aventure évidemment et un peu une course en avant. Et un enjeu d'être toujours en mouvement. Donc de toujours devoir réinventer la structure, que ce soit en termes d'organisation, que ce soit en termes de process, que ce soit en termes de culture aussi, puisque la culture, elle évolue aussi au fil des personnes qui rejoignent la boîte, qui la quittent, etc. Donc un peu continuellement de devoir structurer ça, et avec finalement
en start-up, mais je pense que c'est un peu une valeur absolue. Un enjeu qui est toujours de trouver la bonne balance entre rapidité d'exécution et puis toujours un peu la course en avant, et puis en même temps, bon niveau de structuration. Donc un jeu d'équilibriste. J'avais un fondateur qui disait qu'il fallait toujours que ce soit un petit peu le chaos, sinon on n'allait pas assez vite. Je pense que ça résume bien la start-up. Et du coup, côté RH, tu avais ce rôle de faire évoluer aussi la culture de l'entreprise en même temps que la boîte grossit? Oui, complètement, mais c'est ton mandat en fait. Et là encore, en fait, la culture, elle appartient pas au RH, elle t'appartient pas. Au début, elle est beaucoup insufflée évidemment par les fondateurs. Au début, c'est une évidence, et donc tout l'enjeu, c'est de réussir je dirais, à mettre des mots sur les éléments forts et un peu à identifier ce que moi j'appelle les totems, qui sont les angles un peu saillants en fait sur des axes qui sont importants. Je sais pas, je vais citer des trucs, tu vois, des éléments forts sur lesquels il faut être capable de mettre des mots et de mettre du cadre. Ça va être je sais pas, la transparence, quelle est la vision de la transparence des fondateurs, l'ownership, le sens de la responsabilité, comment ça se matérialise, qu'est-ce que ça veut dire, la liberté, l'équité ou l'égalité, enfin voilà, des choses qui sont des choses importantes où il faut comprendre quelle est la culture à la base, l'ADN de la boîte. Mais en fait, au fur et à mesure, d'abord, tu as des gens qui vont la composer, des gens que tu vas recruter, parfois des créations, enfin des premiers managers, et de comment ces managers qu'est-ce qu'ils vont insuffler dans leur management, et puis la création d'une équipe, d'un COMEX, parfois de racheter des d'autres boîtes ou d'ouvrir des pays. Ta culture, elle évolue. Et donc, il faut toujours mettre le cadre et trouver le bon milieu entre justement, encore la faire vivre et en même temps, tu vois, s'assurer qu'il y ait pas que le gap soit pas trop important en fait quand tu fais rentrer des gens et des additions. Et en même temps, qu'elle soit en mouvement, en mutation, cette culture. Ouais. On a parlé un peu de Luco. Luco, malheureusement, c'est une start-up qui a connu aussi ce qu'on pourrait appeler, à l'instar de l'hypercroissance, l'hyperchute. On n'en parle pas beaucoup, enfin on en parle plus actuellement de ce contexte difficile dans la tech française. Luco, ça a été assez médiatisé, mais il y a plein d'autres entreprises qui n'ont pas beaucoup communiqué. On communique difficilement sur ces choses-là, j'imagine. Ouais, on communique peu, et en même temps, c'est difficile de communiquer dans ces moments-là. Si tu évoques la communication externe, alors il y en a qui l'ont fait très bien. C'était Open Classroom, Pierre Dubuc qui l'a fait, et c'est tout à son honneur, très bien, et qui a communiqué sur son PSE. Miro avait communiqué aussi sur les conséquences, etc., et pourquoi ils faisaient pivoter leur modèle. Enfin, il y a eu quand même quelques startups qui ont communiqué, mais beaucoup ne l'ont pas fait, en effet. Je pense qu'il y a différentes raisons, un peu de niveau de réponse sur le fond et la forme. Sur le fond, déjà, il y a eu différentes raisons pour lesquelles les startups ont réduit leurs effectifs. Il y en a qui l'ont fait parce qu'elles étaient en mode survie et qui l'ont fait, je dirais, de manière très intense. Et donc, souvent, ça, effectivement, et souvent, quand elles étaient vraiment dans des phases d'hypercroissance, ça a donné lieu à des PSE, par exemple. Et là, tu es dans une dynamique où, en fait... on est vraiment sur une dynamique de réduction liée à des enjeux économiques. C'est tagué en tant que tel. Tu es souvent sur des plans de grande ampleur avec parfois des centaines de personnes, etc. Donc, tu peux communiquer. Quelque part, le message est assez lisible. Tu as d'autres startups qui l'ont fait aussi parce que le marché avait été corrigé, avait évolué. Et qui ont voulu s'aligner justement sur les nouvelles attentes du marché et donc, quelque part, être un petit peu plus lean, en fait. Et donc, ne plus avoir... sans être caricatural, mais ne plus avoir de gras et donc ne pas être en réaction, si tu veux. Et donc, sortir des gens au bon moment, même si c'est jamais le bon moment. Et de fait, certaines ont ventilé et donc ont sorti des gens parfois, certaines pour des raisons de performance, certaines pour des raisons économiques, certaines parce qu'elles avaient pivoté. Et là, c'est plus difficile de communiquer parce que y a pas juste un énorme plan et les choses sont un petit peu moins lisibles, quoi. Et les RH sont au cœur de ces sujets-là. Quand on met en place un PSE ou quand on a des restructurations, les RH sont en plein dedans. C'est, j'imagine, pas facile. Alors tu l'as peut-être pas connu en direct, mais c'est pas facile à gérer quand
objectivement, c'est pas des choses qu'on a connues dans les dernières années. On était plutôt sur une phase où on recrutait beaucoup. Comment on s'en sort du coup côté RH? C'est beaucoup de conseils externes Ouais, moi, tu as raison de dire que j'ai plutôt vécu des moments de croissance, ou si j'ai vécu des downsides, c'était plutôt des choses faciles. Enfin, non, pas faciles, encore jamais, mais en tout cas, pas d'une telle ampleur. Et donc, le point de vue que je peux te témoigner, c'est plutôt un point de vue de témoin actuellement, étant dans l'écosystème et échangeant avec des DRH qui sont vraiment sur le front aujourd'hui, et qu'on essaye d'accompagner tant bien que mal. C'est en effet hyper difficile parce que souvent il y a un enjeu de survie déjà, à court terme comme on le disait, ou à plus long terme. Un enjeu de survie du modèle et de la start-up, donc c'est garant de ça. Et puis on parlait de communication, il y a un gros enjeu de communication en interne. Vis-à-vis des équipes. Et donc, ce qu'on ne dit pas assez aussi, c'est auprès de ceux qui partent, évidemment. Et tu vois, il y a plein de startups qui n'ont pas communiqué à l'externe, mais qui ont mis énormément d'énergie pour accompagner ceux qui partaient. Leur trouver des solutions, les repositionner dans d'autres startups, etc. Moi, il y a eu un travail brillant qui a été fait dans l'écosystème. Et aussi à communiquer auprès de ceux qui restent. Et d'essayer justement d'avoir le maximum de transparence possible sur les agendas, le contexte, le contexte macro, mais le contexte des startups aussi en interne, et puis quels étaient les horizons aussi, ce qui n'est pas toujours facile quand on est DRH, et par extension quand on est fondateur d'une startup. Ça me rappelle un des premiers épisodes que j'ai fait dans le podcast, c'était avec Mathilde Lecause, où on avait parlé justement de l'offboarding et l'importance d'offrir une expérience d'offboarding aussi importante et correcte. Là, c'est vraiment le cas. Et c'est aussi un signal fort que envoient les RH potentiellement à ces gens qui partent. Peut-être, si on reparle un peu de ces sujets, on ne va pas parler de décroissance pendant tout l'épisode, de ces moments difficiles, mais ça évoque quand même aussi un besoin de se reconcentrer sur ce que toi tu as appelé le pragmatisme quand on a préparé cet épisode. C'est quelque chose qui est aussi important, de faire preuve de pragmatisme dans ces moments-là, et puis même de manière générale, et notamment sur les RH. Oui, et... peut-être je peux essayer d'expliquer ce que je mettais derrière. Je me rappelle effectivement que j'ai évoqué le pragmatisme. Je trouve que c'est une notion importante parce que je trouve que là encore, dans l'écosystème startup, mais pas que, on a été toujours plus exigeant et ambitieux, et dans ce contexte effectivement d'hypercroissance, sur les politiques RH, la manière dont on accompagnait les équipes, etc. Et je pense que parfois on est tombé dans le panneau et qu'on a un peu over-complexifié, ou qu'on s'est un peu éloigné des choses les plus essentielles. Pour donner un exemple un peu concret, je pense que parfois on a un peu voulu, dans notre volonté d'être toujours plus meilleur à recruter, à engager, etc., on a voulu ressembler aux GAFA, on a voulu ressembler à des tech corporate, etc. Et je pense que parfois on a fait des choses dont on n'avait pas besoin, ou on a appréhendé des choses pas de la bonne manière, de manière trop élaborée, et qu'on répond plus aux problèmes. Je prends souvent un exemple qui est celui de... Je sais que je vais me faire tirer dessus par plein de monde avec ça, mais moi j'ai jamais trop adhéré à ces trucs de career pass. Autant je suis une énorme sponsor des grilles de salaire et d'une cohérence, tu vois, d'une base de mapping socle sur les sujets de salaire et de leveling. Autant le career pass qui consiste à donner une projection à chacun sur son horizon de carrière, je suis caricaturale, mais à 10 ans, dans une start-up où finalement déjà à l'époque en fait on ne savait pas ce qu'il allait advenir à 2 ans, on n'est pas encore éduqué dans ce type de start-up et on n'a pas la visibilité pour savoir si on aura besoin de X managers, X contributeurs individuels, si on aura encore besoin, preuve en est avec les AI, d'une armée de CS ou pas, enfin voilà, donc je pense qu'on a un peu tendu le bâton pour se faire battre, alors qu'on aurait peut-être dû d'abord dire en fait on n'en sait rien, et tu as rejoint une start-up aussi parce que tu étais prêt à dealer avec ce type d'ambiguïté. Ça c'est plutôt de la culture. Et après peut-être qu'il y avait des réponses plus pragmatiques à apporter, de faciliter la mobilité, de mettre en place des systèmes de formation beaucoup plus simples, et d'aider les gens aussi à grandir sans forcément leur donner la trajectoire à 10 ans. Et je pense qu'il y a des RH, et
je pense qu'on a été nombreux à passer des dizaines d'heures à se tordre l'esprit parce que parfois on nous le demandait en interne ou parce qu'on s'était convaincu qu'il fallait ce type d'outil. Et je pense que dans toutes les couches de process RH, c'est des choses qu'on peut élaguer. Donc pragmatisme, ouais. C'est en fait inhérent aussi à cette phase d'hypercroissance. Tout va très vite. On l'a dit en intro, chez Showroom, c'est plusieurs centaines de recrutements par an. Ouais. Tu vas vite, tu es obligé de te dire, ok, faut que je me structure aussi assez rapidement. Et c'est peut-être ça qui emmène aussi d'éventuelles erreurs. Ouais. Je sais pas, je pense que, tu vois, chez Showroom Privé, pour le coup, il y avait un vrai sens business et du pragmatisme. On recrutait effectivement près de 500 personnes par an. Et évidemment, moi, je pense que j'ai fait une centaine de bêtises et je pense qu'on a fait une centaine de bêtises, mais il y avait beaucoup de bon sens paysan et de pragmatisme. Ce que j'ai retrouvé après parfois et ce que je retrouve parfois dans des startups plus petites, c'est... en fait, je pense parfois, il y a une vertu à se reposer des questions un peu essentielles et repartir du besoin des équipes. Pourquoi je fais ça en fait Et souvent, je reprends, tu vois, la formation. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un plan de formation à X années, sachant en start-up, je veux dire, pas en grand groupe où il y a un pilotage qui est bien différent, mais ou est-ce qu'on peut dédier un budget de sponsoring de n'importe quelle initiative spontanée d'un salarié qui défendrait, son besoin de formation et puis qui s'appuierait à 50% sur son CPF et à 50%. Tu vois. Et en fait, je pense que sous couvert de vouloir retenir les gens, on a perdu du temps à se focus sur ça en tant que RH, au détriment d'avoir une posture peut-être plus business et de prendre du temps pour parler aux gens peut-être parfois, pour prendre soin de soi aussi parfois en tant que RH. Et donc de redégager du temps un peu de business et d'intelligence et de prendre soin de nous, quoi. C'est d'autant plus important ce focus-là, notamment dans ces périodes où en fait aujourd'hui on le voit, on parle plus souvent de gel de recrutement, on a parlé de grande démission ou de quiet quitting. On a ces enjeux qui ont totalement changé, que ce soit dans les startups ou même dans d'autres groupes, qui nécessitent que le focus des RH change un petit peu, soit plus concentré sur les besoins des collaborateurs, sur potentiellement s'il y a eu des départs, sur ceux qui restent. Comment tu vois ça, toi ? Moi, je crois qu'il y a eu un changement de prisme qui est assez sain. Donc, c'est un peu pour le meilleur, avec finalement un retour un peu à la normale. Alors, évidemment, aujourd'hui, on subit la dette des années un peu glorieuses, des 2-3 dernières années très glorieuses de la tech, mais finalement, il y a un assainissement et une forme de retour à la normale. Et qu'il y a une vraie opportunité derrière de reprendre des réflexes un petit peu plus sains, et notamment, je pense à toutes ces notions de talent density dont on parle pas mal à présent, et en fait ça aussi c'est du bon sens, c'est-à-dire la densité de talent, du coup. Et donc la densité de talent, et pardon pour l'anglicisme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'avoir le meilleur ratio nombre d'employés et performance, compétences et performance in fine possible. Et donc ça veut dire de mieux recruter, donc d'être plus exigeant sur ses recrutements, parfois de ralentir un petit peu le rythme de recrutement, peut-être de recruter un peu moins, donc de se poser la question, de mettre, je dirais, beaucoup d'énergie à définir son besoin, beaucoup d'intention dans la définition du besoin, etc. Et s'assurer qu'on a vraiment besoin de recruter à chaque étape et qu'on n'a pas effectivement les ressources en interne, ce qui était parfois un peu l'erreur qu'on faisait. Et de s'assurer ensuite à chaque étape que les personnes sont bien engagées et que du coup elles performent comme on l'espère, et de venir, si tu veux, optimiser ce ratio entre les gens qui font leur travail, les gens qui sont en surperformance et les gens qui sont en sous-performance. Et donc voilà, d'avoir tout un travail là-dessus. Je pense que c'est ça le rôle du RH maintenant, vu la période qu'on vit. D'optimiser la densité de talent. C'est un sujet dont on parlait avec Jessica. On prépare un épisode qui sortira bientôt aussi. Et on parlait de cette organisation cible et de la nécessité pour les RH, même pour des managers, de se projeter. C'est quoi mon orga cible ? C'est quoi ce que je vise ? Et après, potentiellement, se concentrer sur des mécanismes comme les people review, notamment pour identifier derrière les potentiels qui vont matcher cette organisation et voilà, aussi avoir
une vision assez pragmatique de ça, c'est mon organisation actuelle. Mon organisation projetée à quelques années, elle ressemble à ça. Comment on fait matcher les deux, quoi. C'est passionnant. Mais j'adore ce sujet des performance reviews parce que je te parlais au début, j'évoquais un peu les éléments, un peu les totems dans chaque entreprise. Et je trouve que la performance review, c'est un sujet qui est hautement culturel et hautement philosophique et qui est un peu cœur, en fait, justement dans ces logiques de densité de talent. Et typiquement, tu vois, moi, longtemps, en fait, j'ai animé des people reviews sans me poser vraiment la question de, OK, est-ce que finalement, pour nous, c'est quoi un talent et c'est quoi la performance ? On va le définir et on va s'aligner là-dessus. Est-ce que je suis en recherche d'un potentiel ou est-ce que je suis en recherche d'impact ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je mets entre, comment je pondère entre la performance mesurable avec des objectifs et puis les compétences de la personne et puis voilà. Est-ce que le niveau d'investissement de la personne, est-ce que le fait qu'elle donne des coups de main aux voisins, etc., est-ce que c'est quelque chose que je valorise ? Est-ce que j'intègre le fait que la personne, elle fit avec mes valeurs et qu'elle réponde à mes valeurs socles ? Est-ce que c'est quelque chose qui contribue à ma performance et donc est-ce que je l'évalue dans mes people reviews ? T'as le sujet aussi de est-ce que tu co-évalues avec des pairs ou est-ce que c'est le manager qui évalue ou est-ce que tu t'auto-évalues ? Je trouve que c'est vraiment un sujet qui est passionnant. Et hyper profond parce que ça fait appel à vraiment intrinsèquement l'ADN de la startup, quoi. Ouais. On le voit, il y a, en tout cas quand on parle de ces sujets, on voit qu'il y a aussi un changement de position des RH dans l'entreprise. Il faut à la fois que ça change, c'est en train de changer. Comment toi tu perçois ça ? Comment la position des RH tend vers aussi plus de chiffres, plus de connaissances business, etc. Comment tu vois ça ? Je vois ça bien. Je pense que c'est notre combat à nous tous d'être plus proches du business. Que c'est pas forcément le truc le plus naturel pour les RH, effectivement, mais que c'est quelque chose vers lequel la fonction doit tendre. On parle beaucoup de réinventer les RH, etc. Moi, je pense qu'on doit chacun faire son auto-critique et essayer de progresser là-dessus. Et ça passe par lire son BPE, être plus proche de l'information financière, être copain avec la finance, s'aligner beaucoup avec son CEO. Et je pense que ça participe à la crédibilité. Je crois que c'est Virgile, justement, de Figures, que je crois que tu as rencontré ou que tu vas rencontrer, qui disait ça. On l'avait interviewé pour le portfolio et il disait mais moi j'ai besoin de sentir que ma RH elle comprend mes enjeux et qu'elle n'arrive pas avec des sujets qui sont à côté côté de la plaque entre guillemets, tu vois. Et là encore quand dans une entreprise il reste 6 mois de runway, tu viens pas avec un career pass, tu vois. Et en fait ça nécessite pour le RH de faire ce travail, d'aller chercher des chiffres, de comprendre le business, s'il est au COMEX, d'échanger avec les membres du COMEX, son équipe. S'il n'est pas au COMEX, c'est pas grave, on peut avoir une posture stratégique quand même et aller chercher les informations, etc. Donc je le vois très bien et je pense que c'est un challenge, mais c'est un beau challenge. Et en plus, c'est une fonction qui n'a jamais été aussi business et aussi clé que maintenant. Je veux dire, on parle de runway, c'est souvent... Runway que tu peux redéfinir peut-être, c'est... Oui, bien sûr. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est le runway ? C'est du temps, en fait. C'est souvent, on le quantifie en mois, mais c'est l'argent qui te reste pour payer l'ensemble de tes dépenses en nombre de mois jusqu'à soit ton objectif, donc c'est-à-dire toi, soit atteindre tes objectifs de rentabilité, croissance, plutôt rentabilité maintenant, soit un refinancement éventuel. Donc on a coutume de dire X mois de runway pour une startup. Et en fait, pourquoi c'est important pour le RH de comprendre ce que c'est ? Parce qu'en fait, le runway, c'est en grande partie la masse salariale. En fait. C'est ce qui coûte souvent le plus cher à une entreprise. Voilà. On parle beaucoup des startups, mais il y a aussi des choses qui se passent en startup qui sont réplicables dans les grands groupes. Absolument. Et inversement, des choses qui se passent en grands groupes qu'on doit potentiellement appliquer dans des plus petites structures. Tu as des exemples comme ça qui te viennent ou... Je pense que les grands groupes, après avoir regardé un peu de haut, les startups se sont énormément inspirés. Et maintenant, je pense que c'est aux startups d'aller apprendre, d'être un peu ouvert, si tu veux, et d'aller chercher les bonnes pratiques auprès de grands groupes. Et d'ailleurs, tu vois, il y a
personnes qui venaient de grands groupes avant et qui ont, je pense à Sarah chez Ponto, qui est la DRH chez Ponto. Enfin, il y a des gens qui ont amené énormément à leur environnement start-up parce qu'ils avaient vu des environnements plus structurés, etc. Et je pense notamment dans la gestion justement de ces changements d'organisation, tu vois, et de ces gestions de départ. Je pense que la start-up s'est un peu cassé la figure parce que on l'avait plus ou moins anticipé et on l'a plus ou moins bien géré. Et que c'est le moment où on aurait dû peut-être plus venir se faire mentorer ou se faire accompagner par des DRH de grands groupes, clairement. Justement, tu parles d'accompagnement. Moi, j'ai une question peut-être plus personnelle. On le voit, c'est important de créer un duo fort avec son CEO. Je crois que c'est à HR Technologies en janvier, Mathilde Cause qui disait on a connu beaucoup le duo CFO-CEO et on connaît un peu plus maintenant le duo DRH-CEO. Ouais. Comment toi, tu as senti et tu as réussi à créer des liens potentiellement avec tes top managers et tes CEO? Ouais. Bon, déjà, je pense que j'ai mis de l'énergie à les choisir. Je pense déjà en amont. Tant que c'est possible et quand on peut se permettre ce luxe. Et en tout cas, je pense que globalement, dans le marché de la tech, dans l'écosystème tech, on peut encore se le permettre. Je pense que c'est vraiment de passer du temps à échanger autour de justement les systèmes de valeurs, ce qu'on attend l'un de l'autre, etc. Et donc de choisir déjà des modes de fonctionnement dans le travail, des modes de valeurs avec lesquels on est aligné chez la personne, donc en l'occurrence le fondateur, le CEO. Et puis voilà. Et moi, je me suis toujours attachée à trouver des gens avec qui je pouvais tout dire et qui aimaient prendre du feedback et qui étaient challengeables déjà. Tu vois, je pense que c'est important. Et une fois qu'on s'est dit ça, je pense que ça revient un peu à ce que je te disais avant, mais je pense qu'il faut être crédible et que ça se gagne petit à petit, et ça se gagne en étant assez business. Donc c'est comprendre son marché, là encore, comprendre ses chiffres. Et je pense que c'est aussi être capable de ne pas camper sur tu vois, d'avoir le bon équilibre, là encore, entre le by the book, les process, ce qu'on aimerait faire dans un monde parfait, et le quotidien. Et je pense, je sais pas, là encore, tu dois en parler avec Virgile, mais c'est comme les politiques de salaire. C'est un cadre qui est une harmonie et qui est censé respecter une équité, et tu tends vers ça. Mais tu n'as pas de monde parfait où des fois, tu n'es pas obligé de recruter 10% au-dessus quelqu'un parce que tu l'as cherché pendant un an et que tu es dans une urgence et qu'en fait, tu dois exécuter. Et donc, je pense que c'est ce juste équilibre. Le DRH doit être capable de faire ça pour son CEO. Il doit être capable de jouer avec cet équilibre entre business et utopie. Ouais, super. On en parlera effectivement avec Virgile. On a un épisode qui sera dédié à la rémunération. On arrive au terme de l'épisode. Peut-être une dernière question pour toi avant de passer à la traditionnelle recommandation. Est-ce que du coup, tu as des conseils justement pour tu l'as dit, hein, tu as eu la chance de bien les choisir, entre guillemets. Si potentiellement, tu n'as pas ce relais avec un CEO, on a parlé pas mal avec Pierre dans l'épisode précédent du duo que tu peux créer avec les managers. C'est une autre option? C'est clairement une autre option. Je suis absolument d'accord avec toi. Je pense que tu dois t'entourer dans ton entreprise et tu dois trouver des sponsors. Tu dois trouver des gens généreux, déjà des soupapes de décompression d'abord, et des gens avec qui tu t'entends bien, déjà ça c'est clé. Ensuite, tu dois trouver des gens qui sont prêts à partager leur savoir et leurs compétences, et l'inverse est vrai également. Et puis tu dois trouver des sponsors. Et des sponsors, ça peut être des managers, ça peut être des membres de ton équipe, pas forcément d'ailleurs des gens qui managent, mais des gens qui sont des anciens, historiques de l'entreprise, qui ont leur mot à dire, qui aiment la boîte, par exemple. Ça peut être effectivement des membres du COMEX, mais pas que. Et c'est clé, ouais. Et puis parfois, il faut aller chercher des ressources à l'externe. Et je crois que c'est Pierre qui disait qu'il fallait se faire coacher. Je souscris à ça à 1000%. Coachez-vous, faites-vous mentorer, c'est absolument clé. Super, un super conseil pour terminer cet épisode. Et du coup, comme je te le disais juste avant, peut-être pour finir, est-ce que tu as
T'as quelqu'un que tu souhaites voir dans ce podcast ? Ouais, bien sûr. Je t'avais dit que j'adorais les DRH qui n'avaient pas des parcours de RH et qui venaient du business. Bon, j'adore Mathieu Birach, mais tu m'as dit qu'il avait été cité. Et ma deuxième personne préférée est Adeline Baudemer. Elle n'a pas du tout un parcours RH avant. C'est la DRH de Gorgias. Elle est brillantissime et elle est hyper business. Je l'adore. Super. Merci beaucoup Stella. Ravi d'avoir fait cet épisode encore une fois avec toi. Merci. Et puis à très bientôt. À bientôt.